à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'inscrire dans une série de 3 clips abordant la thématique des médicaments de l'hémostase. Cette série sur les médicaments de l'hémostase va s'organiser de la manière suivante. Le premier épisode va essayer de détailler la notion d'hémostase pour vous permettre de mieux la comprendre. Le deuxième va aborder les traitements par héparine, avec l'héparine non fractionnée et l'héparine de bas poids moléculaire. Enfin, le dernier épisode de cette série va évoquer les traitements par antivitamine K et anti-agrégants plaquettaires. C'est parti pour le premier épisode, où nous allons évoquer les notions incontournables sur l'hémostase. Qu'est-ce que c'est l'hémostase ? L'hémostase est un processus physiologique assurant la prévention des saignements spontanés et l'arrêt des hémorragies en cas de brèche vasculaire. Autrement dit, c'est un ensemble d'événements provoqués par l'organisme qui va permettre d'éviter les saignements, mais aussi arrêter les hémorragies provoquées par une brèche vasculaire. Ce processus d'hémostase se décline en hémostase primaire et en hémostase secondaire. Partie 2, l'hémostase primaire. L'hémostase primaire est la première étape de l'hémostase. Ce premier processus complexe se produit immédiatement après une brèche vasculaire. Cette première étape qui intervient immédiatement après la lésion va aboutir à la formation d'un caillot plaquettaire, dit aussi thrombus blanc ou clou plaquettaire, permettant l'obstruction de la lésion. L'hémostase primaire est composée de plusieurs phases. Premièrement, une réponse vasculaire va se produire avec une vasoconstriction du vaisseau lésé. Ainsi, ce phénomène va engendrer 2 conséquences physiologiques majeures, une baisse du flux sanguin et une réduction de la surface de la brèche au niveau de la lésion. Cette vasoconstriction locale peut être aussi appelée spasme vasculaire. Deuxièmement, une réponse plaquettaire va se déclencher. D'une part, les plaquettes vont adhérer au collagène du tissu conjonctif sous-endothélial. En effet, suite à la brèche, des éléments vont se libérer du tissu sous-endothélial et vont permettre la lésion entre le tissu et les plaquettes. D'autre part, il va y avoir une activation plaquettaire qui va se manifester par des modifications morphologiques et métaboliques des plaquettes. Enfin, les plaquettes vont s'agréger au niveau de la lésion suite à l'intervention de différents facteurs d'activation plaquettaire et plasmatique. Notons que les lésions intraplaquettaires sont formées par le fibrinogène qui est le premier facteur de coagulation. Toutefois, le clou plaquettaire est à ce stade très fragile, mais permet quand même une obstruction de la lésion et donc l'arrêt des saignements. Celui-ci va être consolidé lors de l'hémostase secondaire par transformation de fibrinogène en fibrine. Partie 3, l'hémostase secondaire. Cette deuxième étape de l'hémostase peut être aussi appelée la coagulation. Le but de cette étape est de renforcer le clou plaquettaire par la production de fibrine qui va aboutir à la création d'un caillot de fibrine. Des éléments figurés du sang vont également s'emmêler dans les filaments de fibrine, aidant ainsi à mieux sceller le dommage vasculaire. Cette formation de fibrine correspond à la fin d'une longue cascade enzymatique, aussi appelée la cascade d'activation protéique de coagulation, notamment par l'action de la thrombine qui est le facteur 2A de cette cascade. Mais qu'est-ce que c'est cette cascade de coagulation et ses différents facteurs ? Partie 4. La cascade d'activation protéique de la coagulation. Afin de produire la fibrine au niveau de la brèche, il faut que la thrombine soit activée. Toutefois, la thrombine n'existe pas à l'état physiologique et circule dans le sang sous une forme inactive, la prothrombine. Par conséquent, pour l'activer,
il faut d'abord activer les autres molécules enzymatiques, appelées les facteurs de coagulation. La plupart de ces facteurs circulent dans le sang, à l'exception du facteur 3, qui est le facteur tissulaire, libéré lorsque les cellules endothéliales sont endommagées suite à la brèche vasculaire. Ainsi, lorsqu'une brèche vasculaire est détectée, la cascade d'activation protéique va se déclencher, et les facteurs vont s'activer les uns après les autres jusqu'à transformer la prothrombine en thrombine. Le fibrinogène va alors se transformer en fibrine et le caillot de fibrine va se former. Tous ces facteurs de coagulation sont identifiés par des chiffres romains et dès lors qu'ils sont activés, sont accompagnés d'un A minuscule. De plus, il faut savoir que la production de ces facteurs se trouve pour la plupart au niveau du foie et que la production des facteurs 2, 7, 9 et 10 sont dépendants de la vitamine K. À la fin du processus de coagulation et lorsque les tissus se sont régénérés, le processus de fibrinolyse va se mettre en place. Celui-ci consiste en la dissolution du caillot qui a été formé lors de l'hémostase primaire et secondaire afin d'assurer un retour à la circulation normale. Afin de mieux comprendre la notion de cascade protéique et ses facteurs, nous vous proposons de consulter la description qui contient des liens sur cette notion importante à comprendre. Maintenant que la notion d'hémostase et les facteurs de coagulation n'ont plus de secret pour vous, nous pourrons aborder dans les 2 prochains épisodes des traitements bien particuliers. Voici maintenant quelques questions sur ce qu'on vient de voir. À vous de trouver si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.